Bien le bonjour et bienvenue sur l'Enthousiaste, le podcast qui vous fait découvrir des réalités faites main par des personnes qui ont osé essayer. Aujourd'hui, c'est Floris Frugeur qui prend la parole. Floris est l'un des fondateurs de l'association Parole de Paysans et le co-réalisateur du film « Tu nourriras le monde ». Son rêve ? Devenir paysan réalisateur. Après une enfance en Provence où il développe un véritable intérêt pour l'environnement et la photographie, Floris décide de suivre une formation d'ingénieur agronome. Pourtant, il ne se définit pas comme ingénieur, mais plutôt comme un artiste, comme un militant, ou encore comme un enthousiaste inquiet. Quoi qu'il en soit, dans cette formation, il découvre l'agriculture, la figure du paysan, la figure de l'agriculteur et leur réalité en mettant lui-même la main à la pâte. Parce que Floris, c'est quelqu'un de curieux. C'est une personne qui a envie d'élargir son champ des possibles. Et dans cet épisode, on en parle, mais on parle aussi de quête de sens, qui est un moteur pour lui, de suivre ses envies, en faisant confiance à ce que l'on ressent. Je vous invite maintenant à rejoindre ma conversation avec Floris. Et bien le bonjour Floris. Bonjour. Bienvenue sur l'Enthousiaste. Ça fait plaisir de te recevoir, parce que ça fait un moment qu'on s'était rencontrés en fait, et qu'on en avait discuté. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter de la façon dont tu le souhaites pour les personnes qui ne te connaissent pas ? Alors, je m'appelle Floris, j'ai 26 ans. Je suis issu d'une famille qui a toujours été un petit peu dans la débrouille et dans la nature, tu vois, très nature, quoi. En gros, ils avaient des gîtes dans un endroit en Provence. Et donc, j'ai grandi dans un univers un petit peu mélangé entre très nature, sport. Et du coup, ça m'a donné envie de faire des études dans l'environnement. Et j'ai intégré donc AgroParisTech pour faire de l'environnement. Et je me suis toujours aussi passionné par la photographie. Et en avançant dans mes réflexions, je suis passé de l'environnement à l'agriculture et j'ai gardé ce goût pour la photo et l'audiovisuel. Et j'en suis un petit peu là, entre lutte politique et puis ce goût pour le reportage à travers documentaires, photos. Ok, et t'as toujours su que t'allais mêler un peu ces deux thématiques, du coup ? Non, c'est vraiment venu petit à petit. Au début, j'étais vraiment intéressé plutôt par l'écologie. J'avais une passion, c'était l'ornithologie, les oiseaux. Et je voulais être chercheur là-dedans. Okay. Puis ensuite, je me suis plutôt dit que j'avais envie d'élargir et pas d'être spécialiste d'un sujet, parce que ça avait plus de sens peut-être de travailler sur quelque chose de plus large, plus systémique. Pourquoi pour toi ça avait plus de sens justement ? J'avais l'impression que ça avait peut-être plus de sens de répondre aux enjeux, je dirais, globaux, en essayant de voir la source des problèmes, que de compter des oiseaux et concrètement, j'avais l'impression d'être plus utile, je sais pas, quelque part. Et puis peut-être que j'avais aussi envie de garder cette passion indépendamment de mon métier, comme passion, et pas de travailler. De compartimenter un peu. Me dire ça, c'est ma vie privée, et puis dans ma vie professionnelle, je veux rester dans ce thème-là, mais sous un autre angle. Voilà. Et en fait, mes réflexions dans mes études, c'était toujours d'élargir plus systémique et de réfléchir vraiment à la cause des problèmes aujourd'hui. Donc j'étais par exemple à un moment confronté en me disant l'environnement pour faire de l'environnement, ça m'intéresse, mais c'est une vision très déconnectée entre l'homme et la nature. Je trouvais qu'en fait ça voulait dire que l'homme s'intéresse à la nature sans se considérer étant partie de la nature, faisant partie de la nature. Et une manière pour moi d'allier l'écologie dans ma vision, qui était celle que l'homme fait intégralement partie de la nature, et donc il a besoin de manger, par exemple, 3 fois par jour, et c'était de plutôt aller vers de l'agriculture, travailler dans l'agriculture, et de se dire, en fait, on peut faire de l'agriculture en harmonie avec la nature, justement. Et c'est tout un défi qu'on a aujourd'hui,
de remettre l'humain au cœur de la nature. Moi, il y a un slogan que j'aime beaucoup, militant, c'est nous ne protégeons pas la nature, nous sommes la nature qui se défend. Non, c'est nous ne défendons pas la nature, nous sommes la nature qui se défend. Okay. En disant, arrêtons aussi d'avoir cette idée qu'on est extérieur à la nature, mais plutôt faisons partie d'elle et... Du coup, on défend la maison, un peu. On défend... en fait, c'est plutôt on défend une vision par rapport à une autre. On défend une vision où il faut qu'on soit en harmonie avec la nature plutôt que on va l'exploiter pour les ressources. Une chose qu'on a fait depuis un siècle, 2 siècles, sans vraiment se poser des questions de savoir si... Enfin, après, c'est des questions philosophiques qui existent depuis toujours, mais je pense que c'est une des gros soucis aujourd'hui qui nous... Ok. Donc toi, tu t'es, pour reprendre un peu des termes que j'ai pu retrouver, parce que sur notamment ton site, le site de ton association, t'es plutôt vers une agriculture engagée, si je ne m'abuse. Et t'es partie, donc t'as répondu à la deuxième question qui était est-ce que tu peux nous parler de ton parcours? Donc t'as fait AgroParisTech, donc une école d'ingénieur agronome. Et après, en deuxième année, donc c'est une école en 3 ans, et en deuxième année, t'es allée donc dans une formation d'ingénieur forestier à Nancy qui est plutôt tournée sur la gestion de milieu. Donc là, on retrouve tout ce que tu nous disais sur l'écologie. Et après, t'as rebasculé sur l'agriculture. Et là, du coup... Si j'ai bien compris tout ce que tu nous as dit, toi, t'es pas originaire en fait de ce milieu agricole-là. Pas du tout. Et du coup, comment t'en es arrivé justement à t'intéresser à l'agriculture et à vraiment aller vers ça, alors que toi, de base, t'avais pas vraiment de connexion finalement avec. Alors, en arrivant en école d'agro, forcément, on parle un peu d'agriculture. Et puis, je me suis aussi intéressé à côté en lisant des choses, en rencontrant des personnes. Par exemple, on a fait un stage de première année où j'ai été sur une exploitation agricole. Et d'une part, un mois passé là-bas dans une exploitation, une pépinière en biodynamie qui faisait des plants pour des maraîchers. On était une dizaine et il y avait une ambiance vraiment fantastique. Je me suis retrouvé beaucoup là-dedans sur l'humain, en fait, en me disant produire à manger pour les autres, ça a du sens. Et ces gens-là, c'est des gens qui cherchent du sens dans leur vie aussi et qui ont envie de reconnecter avec la nature, etc. Donc en fait, j'ai trouvé plein de parallèles entre moi, mes rêves de travailler dans l'environnement et cette réalisation concrète. Et puis, au fur et à mesure de mes réflexions sur ce que je disais, j'avais l'impression qu'il fallait trouver la source du problème. Par exemple, aujourd'hui, on observe une chute phénoménale du nombre d'insectes, enfin la biomasse en insectes, mais aussi en oiseaux du coup, parce que c'est toute une chaîne. Donc, et pourquoi ces insectes disparaissent? C'est notamment et principalement par l'utilisation de produits phytosanitaires. Donc l'agriculture. Donc au lieu de compter des insectes, moi j'avais plutôt envie de changer le monde agricole. Oui, tu t'es dit, au lieu de compter et de voir ce dépérissement et de me sentir impuissant face à lui, essayer de faire quelque chose qui me permettrait de le limiter, si ce n'est l'empêcher. Et dans cette logique-là, c'est là que j'ai atterri en Champagne-Crieuse aussi, un endroit où ce sont des énormes exploitations qui utilisent beaucoup de pesticides. Là, c'était pas où t'étais du coup pendant ton stage? Non, ça c'est plus tard. C'est le stage de première année, c'était donc dans une pépinière bio, etc. Et c'est que en fin de 3e année, donc 4 ans plus tard, parce qu'il y a eu la césure aussi entre-temps, que j'en suis arrivé à plutôt me dire, allez, allons voir des grands céréaliers pour comprendre comment les faire changer. Ok. Qu'est-ce que ça représente pour toi, du coup, l'agriculture? Que ce soit, enfin, ta vision, j'imagine qu'elle a évolué entre le moment où tu as pu le découvrir par l'école d'agro, en première année, en disant, moi, je vais faire de l'écologie, et en fait, on t'amène ce thème-là avec lequel tu n'étais peut-être pas familier. Et puis maintenant, où ta première année, elle date plus d'hier, et où tu as pu vivre plein d'expériences, parce que finalement, c'est un peu ça, je pense, qui fait qu'aujourd'hui, tu t'es mis sur ce thème-là, c'est que tu as pu vivre des expériences, et j'ai l'impression que c'est un peu ça. Tu t'es intéressé à ce sujet par des expériences qui ont été amenées plus ou moins par des hasards, et où, en fait, c'était des expériences heureuses qui t'ont dit, oui, c'est ça. Qu'est-ce que représente l'agriculture? Pour moi, c'est l'interface entre... C'est une manière de concilier l'humain dans la nature. Pour moi, c'est vraiment l'interface. Dans la vision
actuelle qu'on a de déconnexion entre l'humain et la nature, c'est son interface. Dans la vision où l'humain fait partie de la nature, c'est même plus une interface, c'est juste sa manière de vivre, quoi. C'est-à-dire, avant on était chasseur-cueilleur, maintenant on est agriculteur, agricultrice. C'est vraiment à la fois donc produire de la nourriture pour soi puis pour les autres, mais également participer au paysage, participer à la préservation, enfin participer vraiment à la biodiversité et donc à sa préservation. C'est comment l'humain s'insère dans son paysage, dans son environnement. Le paysan, c'est celui qui fait le paysage, qui fait le pays. Tous ces mots, c'est vraiment issu de l'agriculture. L'agriculture alors puis il y a eu des cours à l'agro très intéressants, troisième année notamment, sur toute l'histoire de l'agriculture depuis le néolithique, où on comprend vraiment comment l'homme qui avant était nomade s'est sédentarisé et a commencé à cultiver, et comment ça a pu dégager du temps pour faire d'autres choses. Et puis voilà, si on regarde depuis les 70 dernières années, il y avait 36% de la population, donc plus d'un tiers des Français qui étaient paysans dans les années 50. Aujourd'hui, c'est 1,5%. Et ce que je montre aussi dans le film, c'est à quel point, en fait, on a volontairement diminué le nombre de paysans pour que ces gens-là puissent aller travailler ailleurs, dans les usines, dans les industries, dans le tertiaire. Et donc, en fait, aujourd'hui, on en est à un niveau où l'humain est complètement déconnecté de son lien avec la nature, de son lien avec la terre, puisqu'il n'y a que 1% des gens qui font à bouffer pour 99% des autres. Oui, parce qu'on l'a pas dit, mais du coup, toi, tu as monté une association qui s'appelle Parole de paysans, avec laquelle peut-être tu as fait du coup ton film, qui s'appelle Tu nourriras le monde, si c'est bien ça. Et justement, quelle différence tu fais entre paysans et agriculteurs ? C'est une question assez difficile, puisque le mot paysan a plein de définitions et chacun la sienne. Alors, c'est interchangeable, tu penses ? Ouais, il y a plein d'agriculteurs qui se sentent paysans, il y a des paysans qui se sentent agriculteurs. Paysan, c'est un mot qui était dévalorisé à l'époque, qui maintenant reprend une forme de... C'est presque un terme noble, quoi. Le paysan, pour moi, il intègre son métier dans sa vie intégralement. C'est-à-dire qu'il conçoit son lien avec la terre, avec les plantes, avec les animaux, comme partie intégrante de sa vie privée, de sa vie à lui. Donc, être paysan, c'est un mode de vie. Ouais. Et agriculteur serait plus un métier. On peut le voir comme ça. Okay. Alors, je dis pas que les agriculteurs n'ont pas ça dans leur sang. D'ailleurs, ils sont souvent paysans aussi. Mais il en existe qui ont des agriculteurs que j'ai rencontrés, qui ont vraiment une vision très entrepreneuriale et et assez déconnectée, je dirais, de la terre, des éléments. Et j'ai aussi vu des gens qui sont paysans, mais pas du tout agriculteurs. Dans le sens où ils sont... c'est limite ils cherchent pas à avoir un revenu, par exemple. L'idée, c'est de faire de l'agriculture vivrière pour se nourrir, mais pas en faire un métier. Et ils vivent... c'est être autonome. C'est être très autonome, ouais. Mais en fait, il y a tout un... C'est vaste, il y a 1000 définitions. Mais on peut dire que voilà, un paysan, c'est celui qui s'insère dans son territoire, qui fait attention à la biodiversité, encore une fois, c'est un mot fourre-tout, mais à taille humaine, enfin, une agriculture familiale. Okay. Voilà. C'est vrai que quelqu'un qui cultive sur 500 hectares, c'est difficile d'imaginer que ce soit un paysan. Ouais, dans l'imaginaire commun, c'est vrai qu'on voit plutôt des échelles vraiment plus petites. Voilà. Mais j'ai rencontré des gens qui travaillent sur 150, 200 hectares, qu'on voit dans le film, et que je considère complètement comme des paysans. Pourquoi ? Parce que ils ont hérité d'une exploitation qui était grande, ils n'ont pas vraiment choisi, ils sont dans un système donné où si t'es pas aussi grand, de toute manière, tu survis pas. Mais par contre, dans leur manière d'être, dans leur manière de concevoir l'agriculture,
ils ont toutes ces composantes, à savoir dégager assez de valeur pour en vivre, mais surtout s'insérer dans un tissu social, vendre localement s'ils peuvent, intégrer la biodiversité, réfléchir une agronomie qui soit logique, quoi. On va essayer de mettre du fumier et pas d'engrais chimiques issus d'énergie fossile. On va essayer de faire des cycles, suivre les cycles de la nature. Donc c'est vraiment... C'est un métier. Enfin, c'est un métier dans le sens où c'est une expertise. C'est ça que je veux dire. C'est beaucoup de connaissances. Dans l'imaginaire commun, j'ai l'impression qui est peut-être totalement fausse. Je suis que moi, que les agriculteurs, les paysans, c'est pas forcément des gens qui ont autant de compétences que ce qu'ils ont en réalité. Quand on les découvre, tu te rends compte que c'est des gens, mais c'est pire que des couteaux suisses, quoi. Ils sont obligés d'être, comme tu dis, entrepreneurs, mais en même temps, il faut qu'ils savent cultiver des choses, il faut qu'ils savent les vendre, ils sont impressionnants. C'est des gens qui sont... Je crois que c'est une des raisons pour laquelle je me suis aussi passionné par l'agriculture. C'est parce que je suis très, très, très admiratif des paysans et de leur... Et de leur savoir, de leur connaissance, de leur adaptabilité, c'est une des raisons qui m'a amené à aller vers là, quoi. Et donc, quand tu t'es dit, je vais me diriger vers là, t'étais en fin de 2e année, quelque chose comme ça, j'imagine ? C'est ça. Et donc, t'es arrivé en césure et t'as voulu faire un reportage photo, c'est ça ? Oui, tout à fait. Alors du coup, je suis parti, donc entre ma 2e et ma 3e année, j'ai fait une année de pause. Je suis parti 6 mois au Costa Rica. Et déjà là, j'avais envie de creuser sur le monde paysan. Donc là-bas, je fais pas mal d'enquêtes avec des paysans. Et puis je me suis dit, voilà, quand je reviendrai du Costa Rica, j'ai envie de partir 6 mois, faire du woofing, donc du volontariat sur des fermes pour découvrir le monde paysan et de cette expérience transmettre ça à travers la photographie, transmettre ce que j'allais vivre. Et donc tout simplement, je me suis dit allez, je me lance là-dedans. J'ai pas envie de le faire tout seul et du coup je vais envoyer un mail à toute ma promo en disant j'ai envie de faire ça, qui me suit, quoi. Et en fait j'ai reçu une dizaine de réponses. Oui, ça a quand même motivé un certain nombre de personnes. Ça a motivé pas mal de monde, ouais. Et en fait du coup ça s'est concrétisé, on était 5 à le faire. Et donc là vous êtes partis à 5 pendant 6 mois de ferme en ferme. Ouais. Mais là du coup en France. Non, pas que en France. Okay. Comme on était 5, ça faisait beaucoup, on s'est divisé en 2 groupes. Cécile et Marie sont partis en Autriche, en Allemagne et en Slovénie. Eugène, Betty et moi, on est partis en France et en Italie. Enfin, on est partis en Provence, là, et une partie en Italie. Et c'était une expérience incroyable qui m'a vraiment plongé dans le monde agricole. Et là, je me suis dit, d'accord, c'est vraiment ça que je veux faire. Oui, là, vous le viviez au jour le jour, quoi. C'était devenu votre quotidien. Et vous y restiez combien de temps dans chaque ferme ? Ça dépendait, entre 2 semaines... Ouais, 2 semaines, on va dire. Une semaine ou 2. Et l'idée, c'était de travailler le matin et l'après-midi, plancher sur le reportage. Donc, on a fait des vidéos, on a écrit des articles, on a fait pas mal de photos, du coup, en vue de l'exposition. C'est des choses qu'on peut toujours trouver Oui, tout est sur le site. On a une page YouTube où on peut trouver les vidéos aussi. D'accord. Et du coup, le thème du reportage, c'était... Alors, le reportage s'appelle « Portrait d'une agriculture engagée ». L'idée, c'était d'aller voir quelles sont les différentes formes d'engagement que l'on peut trouver dans le monde paysan. Ça peut être à la fois, par exemple, le fait de vouloir transmettre un savoir-faire et donc de le perpétuer en faisant de la pédagogie. Ça peut être se mobiliser pour favoriser l'installation des paysans. Et on a rencontré un maraîcher qui recevait pas mal de woofers et de stagiaires qui avaient comme objectif de s'installer par la suite et se former chez lui gratuitement. Enfin, disons, je veux dire, en échange du gîte et du couvert. Vous trouviez toutes ces fermes-là via l'association Woofing ? Pas que.
Par exemple, on est allé sur une ZAD, une zone à défendre en Italie, qui a collectivisé les terres pour mettre à disposition d'habitants de la ville d'à côté, c'est Florence la ville, des plantes d'oliviers et de vignes où les gens peuvent participer aux tâches d'entretien et récupérer l'huile d'olive et les vignes et le vin, pardon. Et Alexio, je l'ai rencontré au Mexique. Genre du bouche à oreille. Je l'ai rencontré au Mexique dans un... Du réseau un peu, quoi. C'était un petit gîte dans une cascade, c'était du réseau, quoi. Et du coup, il m'a dit, viens, on va c'est super chez nous. Voilà. Ouais, trop bien, c'est fun. Comme tu disais tout à l'heure, le hasard de la vie. Ouais, c'est les rencontres et finalement, tout se fait de lui-même sans en faire plus. Ok. Et donc, c'est à ce moment-là que tu as monté donc, ton association. Voilà, l'association, on l'a créée juste avant de partir, en février. Ok, donc l'association Parole de paysans. Voilà. Qui est toujours active aujourd'hui. Qui est toujours active et qui a de plus en plus de membres, de plus en plus de reportages réalisés. Et du coup, à ce jour, il y a donc 2 expos photos qui ont été faites la première année. Une expo qui s'appelle Être paysan, qui est sur des grandes... qui est imprimée sur des grandes plaques en aluminium plutôt pour l'extérieur. Donc elle est restée 2 ans dans un parc à Paris, aux arènes de Lutèce, qui a plutôt pour objectif de montrer les différentes facettes du métier. Qu'est-ce que ça veut dire être paysan ? Donner à voir un peu ce que tu disais tout à l'heure, ça veut dire qu'il faut être mécano, ça veut dire qu'il faut être comptable, enfin voilà. Ouais. Mais ça veut aussi dire que... Des choses que tout un chacun en fait soupçonnerait même pas. Oui, on n'a pas conscience de la quantité de choses qu'il faut être chef d'entreprise, donc c'est... Et puis il y a des pressions climatiques, des pressions de prix, c'est vraiment un métier qui est aussi très stressant, enfin, surtout dans le contexte dans lequel on est aujourd'hui, quoi. Il y a quand même... Puis il faut voir, hein, il y a un suicide par jour d'agriculteurs, donc c'est quand même... En France ? En France, ouais. Et donc ça, c'était la première expo. L'autre expo qu'on a fait la même année, plutôt pour un format en intérieur, beaucoup plus complète, sur vraiment l'engagement des paysans et des paysannes. Donc là, c'était... celle-là, elle est en ce moment d'ailleurs exposée à Saint-Étienne pour une AMAP. Ensuite, l'année d'après, il y a 3 filles qui sont parties. Alors avec le Covid, elles sont pas parties au Pérou, mais elles sont parties dans les Pyrénées pour faire une expo photo sur la place des femmes dans le monde agricole et sur. C'est le chant des femmes, non ? Le chant des femmes, c'est ça. Et l'année d'après, il y a eu expo photo et podcast sur des fermes en collectif. Donc tout ce qui peut être écolieu, ferme à plusieurs, coopérative, ZAD. Donc vraiment sur comment on fait tout ce que ça implique sur le vivre ensemble, la manière de communiquer, de s'organiser, mais aussi ce que ça implique, en fait les avantages et inconvénients. Le fait de, par exemple, si on est 10 et qu'on doit faire la traite, on a une traite sur 10, au lieu de faire toutes les traites, on a 9 fois où on peut s'absenter. Donc on a aussi, par exemple, les week-ends de libre. Comment est-ce qu'on peut s'organiser aussi en logistique pour exister aussi en dehors de... Ouais, et pour que le métier soit plus simple, parce que le métier d'éleveur, c'est quand même très, très contraignant. C'est 365 jours. Et du coup, ce billet-là, ça t'a permis aussi de faire de devenir réalisateur et de faire le film Tu nourriras le monde. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce film-là ? Comment t'as eu l'idée ? De quoi ça parle ? Le teaser un petit peu. Tout départ d'une amitié. C'est mon meilleur pote Nathan qui a fait la même spé que moi. Spécialité à l'agro, et à la fin de... Donc c'est la spécialité développement agricole, voilà. Développement agricole. Qui nous impose à la fin de l'année de faire un diagnostic agraire dans une région agricole. C'est quoi un diagnostic agraire ? C'est une approche, c'est un travail de recherche qui se base beaucoup sur des enquêtes de terrain et qui vise à comprendre une région agricole dans son entièreté, à savoir à la fois étudier le milieu, donc quel sol on a, quel est le paysage, pourquoi le paysage s'organise de telle manière, et qu'est-ce que ça traduit sur l'agriculture et puis les relations
la société, du moins l'organisation entre les différents société acteurs, entre les différents acteurs. Ensuite, c'est un travail historique, donc beaucoup d'enquêtes auprès d'agriculteurs et agricultrices retraités, qui nous expliquent ça doit être passionnant, toute l'histoire. Ah oui, c'est une des meilleures parties. Toute l'histoire de leur région, comment ils ont connu l'évolution de leur agriculture depuis les années 50. Alors on peut faire, nous on fait un peu de biblio sur avant encore pour essayer de comprendre dans une dynamique plus large. Et ça se fait beaucoup, ça. Je te coupe un peu juste sur la partie historique. Par exemple, que ce soit des ingénieurs ou des professionnels qui font ce genre d'historique, de comment c'était avant, etc., qui nous permettrait justement de voir comment faire aujourd'hui. Ça se fait pas beaucoup parce que ça coûte cher de faire un diagnostic agraire. C'est 6 mois de travail, quoi. Donc, et en fait, il n'y a pas de finalité concrète. Alors après, dans le monde de la connaissance. Dans le monde de la recherche, oui, mais pas dans le monde de l'ingénierie. Très peu, quoi. Ça se fait un petit peu. Il y a parfois des commanditaires qui commandent des diagnostics agraires, mais souvent c'est des petits sur 3 mois parce qu'il faut faire vite, parce qu'on n'a pas de sous. Mais là, du coup, on a l'opportunité, donc avec ce stage, de le faire. Et en fait, on remonte l'histoire de la région, mais aussi comment les fermes se sont différenciées les unes des autres. Une ferme qui était déjà un peu grande dans les années 50, elle a pu investir dans la betterave, par exemple, et se faire plus de capital, et du coup racheter les terres et grossir. Et aujourd'hui, en fait, c'est des fermes qui sont les plus grandes d'aujourd'hui. En fait, elles ont un historique. C'est une vision très matérialiste, issue de la pensée marxiste, qui est de dire s'il y a une situation aujourd'hui, si des gens sont dans telle situation aujourd'hui, c'est pas pour rien, c'est parce que faut remonter quelles ont été les conditions qui les ont amenés à être dans cette situation sur le plan matériel, sur le plan social, etc. Et du coup, c'est une vision, on va se dire tel type d'exploitation, elle est issue de tel historique. Et ensuite, on modélise, donc avec des enquêtes avec des agriculteurs et agricultrices en activité, on modélise des systèmes de production. C'est-à-dire, on va construire une ferme imaginaire, en gros, dans lequel on pourrait mettre tout un tas de fermes. C'est-à-dire, par exemple, une ferme qui fait entre 50 et 60 hectares, qui a une vingtaine de vaches, qui fait telle rotation. Voilà, ça c'est un type. Après, t'en as une autre qui fait 100, 150 hectares et qui fait de la pomme de terre, par exemple. Enfin, voilà. Et on modélise tout ça et on calcule les revenus des agriculteurs et des agricultrices et on compare les revenus et aussi on voit quels sont leurs impacts écologiques aussi à ces fermes-là, leur soutenabilité. Et du coup, on peut tirer des conclusions pour les décideurs. D'accord. Donc c'est à viser quand même de politique, quelque part. Donc ça va d'outils politiques, on va dire, plutôt dans ce sens-là. Ça peut être les décideurs, ou alors ça peut être aussi le commanditaire qui, par exemple, si c'est une chambre d'agriculture ou autre, qui veut développer telle ou telle agriculture, qui veut développer l'agriculture sur son territoire, on va dire, sur ces fermes-là, il vaut mieux aller vers là, parce que c'est des personnes qui ont besoin de ça, ou qui ont les ressources pour ça. Donc c'est aussi pour accompagner au développement agricole, pas forcément politique, mais aussi technique, quoi. Et ça, c'est du coup un travail que tu as fait, sur lequel, que tu as exploité derrière, donc pour faire le film. Donc avec Nathan, je lui ai proposé moi j'avais depuis un moment envie de faire un film, depuis du coup le reportage photo. Je m'étais dit, le documentaire, ça a l'air chouette quand même, on peut faire passer plein de messages. Et avec Nathan, on avait un message à faire passer qui est un peu ce qu'on a appris à l'école, qui est de dire que c'est bien, il faut, comme le mouvement Colibri le préconise, que chacun d'entre nous fasse sa part des choses pour changer. Mais si on attend que ce soit uniquement les individus qui changent et qu'on ne change pas les politiques agricoles... Le système dans lequel ils s'inscrivent. Le système dans lequel ils s'inscrivent. Les lois, les règles avec lesquelles on n'arrivera jamais à faire cette fameuse transition agroécologique. Et du coup, on s'est dit, on va utiliser non seulement l'approche qui est celle du diagnostic agraire dans le film, donc remonter toute l'histoire, et puis on va aussi utiliser ce carnet d'adresses, parce qu'on a fait une centaine d'enquêtes, donc on avait rencontré beaucoup de personnes, et on avait acquis leur confiance aussi, parce que le monde céréalier, c'est quand même un monde qui
qui a beaucoup pris aussi médiatiquement en termes d'image, sur la pollution que ça engendre, etc. Donc il fallait avoir leur confiance. Et du coup, voilà, on s'est lancé, on s'est dit, ok, on a écrit un scénario qui ressemble très fortement à l'histoire qu'on nous avait racontée, mais en y rajoutant, je dirais, une vision plus globale, avec ce qui s'est passé sur les marchés mondiaux, axé vraiment sur les politiques agricoles et montrer quels ont été leurs impacts directement sur la vie des agriculteurs. Et pour montrer qu'en fait, ces politiques-là, elles ont vraiment une grosse... Elles engendrent beaucoup de conséquences sur le monde agricole. Et donc, il faut pas faire n'importe quoi. Et on a tous... en fait, on s'adresse à des citoyens dans ce film. On a tous, en tant que citoyens, une responsabilité quant à ces politiques-là. Et c'est un peu ça le message, c'est de dire à tout un chacun qu'on ait des connexions avec l'agriculture ou non, de donner réalité à tout un chacun ce pouvoir qu'on a sur à partir de nos modes de consommation et de nos choix personnels. Et de notre bulletin de vote, surtout. C'est en gros un message qui est de dire il faut se politiser. D'accord. Et en fait, on pourrait faire le même film sur n'importe quel sujet. Il faut se politiser parce que il faut qu'on reprenne le pouvoir qui est le nôtre en tant que citoyen, de décider collectivement de ce qu'on fait de notre monde, quoi. Et donc, c'est ce message-là qu'on a essayé de faire passer. Et quoi de mieux que de montrer des faits historiques pour le dire, quoi. Quel conseil tu pourrais donner à un citoyen, on va dire moyen, si on peut dire, si tant est qu'il existe, sur justement comment faire sa part, tu vois, genre quelqu'un qui connaît pas trop le monde agricole, qui entend parler un peu de tous ces sujets qui peuvent être alarmants, surtout quand t'as pas de connaissances et que du coup, tu sais pas trop par quel bout les prendre. Comment justement, quel conseil tu pourrais donner à cette personne-là pour faire sa part ? Alors, si je m'adresse en parlant à cette personne-là à son aspect consommateur, c'est d'avoir en tête que l'agriculture répond à énormément de services et donc ça a un prix. Et donc il faut, pour celles et ceux qui en ont les moyens, payer ce juste prix. Et donc ça peut passer par l'agriculture biologique, ça peut passer par du local. Moi, je pense que ce qui est le plus important, c'est de savoir d'où ça vient et de se poser la question qui est-ce qu'il y a derrière ce produit que j'achète. Donc, de savoir à qui tu donnes de l'argent, finalement. Ouais. Est-ce que tu donnes de l'argent à de l'agro-industrie ou est-ce que tu donnes de l'argent aux paysans ? Quand on achète une baguette de pain, il n'y a que 6% qui revient aux producteurs de céréales. Quand on achète une baguette de pain à un paysan qui vend localement à un meunier ou qui est même paysan boulanger, on sait qu'il y a beaucoup plus de cette valeur qui lui revient. Il y a moins d'intermédiaires. Il y a moins d'intermédiaires. Donc là, c'est des choix. Après, voilà, acheter français, c'est évident, parce que justement, c'est le fait d'avoir libéralisé nos marchés et qu'on importe des produits de l'étranger qui n'ont pas du tout les mêmes normes sociales et environnementales, et donc qui sont bien moins chers, qui fait que on peut pas faire cette transition. Par exemple, sur l'agriculture biologique, ce qu'on observe, c'est qu'il y a de plus en plus d'offres biologiques. Il y a des agriculteurs qui se convertissent et on a de plus en plus de bio français. Et les gens consomment de plus en plus de bio, donc ça devrait aller. Mais ils consomment de plus en plus de bio, pas français forcément. Du coup, la demande en bio français, elle va moins vite que l'offre. Du coup, qu'est-ce qui se passe ? Les prix commencent à chuter pour les agriculteurs en bio. Et donc, il y a plein de céréaliers ou autres conventionnels qui disent « non, moi, je vais pas aller en bio parce que je vais pas m'en sortir. Les prix sont en train de chuter parce qu'il n'y a pas assez de demande. » Donc, c'est vraiment consommer français et réfléchir à... Voilà. Donc ça, c'est si je m'adresse aux consommateurs. Et après, en tant que citoyen, il faut absolument que les gens lisent les programmes sur l'agriculture, que les gens se politisent localement aussi. La politique, ça devrait être notre quotidien.
Et donc, à savoir qu'est-ce qui se fait dans ma commune, qu'est-ce que je peux mettre en place pour faire en sorte d'aider des paysans locaux. C'est... Oui, c'est... Ouais, c'est de s'intéresser en fait. C'est de s'intéresser, ouais, à ce sujet. C'est de réussir à, en tout cas, trouver du temps, plus ou moins selon ta réalité et ce que tu fais au quotidien, sur déjà qu'est-ce que je peux faire directement. Donc, mon premier lien avec l'agriculture, c'est ce que je mange. Donc, qu'est-ce que je mange? Et après, oui, pour qui je vote, à qui je donne du pouvoir, finalement. En gros, ce serait ça. Ouais. Ok. Pour revenir un peu plus sur toi maintenant et moins, du coup, sur tous tes projets, pourquoi est-ce que tu as... on va faire un petit lien entre toi et tes projets. Pourquoi est-ce que tu as choisi de t'engager dans l'agriculture de cette façon-là, c'est-à-dire à travers l'associatif et la réalisation, donc à travers le fait de faire des films? Alors, on revient sur moi, mais je vais aussi réélargir tout de suite. En fait, c'est... quand j'étais en deuxième année, j'ai fait un projet sur un territoire dont le but c'était d'interviewer plein d'acteurs pour comprendre pourquoi il y avait de moins en moins d'installations paysannes. Et en fait, j'ai compris là, alors que j'étais en deuxième année d'agro, que j'y connaissais rien à l'agriculture. Et je me suis dit, mais c'est parce qu'on n'y connaît plus rien à l'agriculture qu'on est dans cette situation, quoi. Donc il faut absolument que les gens... il faut faire de la sensibilisation de l'agriculture. C'est une nécessité, on est tellement déconnecté de ça, on a tellement séparé l'humain de la nature, comme je disais tout à l'heure, que on n'a pas conscience de tous ces problèmes. Et pourtant, ça nous concerne directement, puisqu'on mange 3 fois par jour, puisque c'est nos paysages, puisque c'est l'avenir de notre société qui en dépend. Donc à partir de là, comme moi j'avais un goût pour la photo et que je me suis dit, allez, pourquoi pas faire du reportage. On t'es dit, il faut que je diffuse des connaissances, quoi. Il faut que les gens aient accès à ces informations-là. Ok, donc c'est pour ça que tu as pris cette direction-là. Est-ce que... Ah, j'aime bien cette question. Du coup, ton parcours t'a permis de rencontrer tout un tas de personnes, notamment du coup des paysans et des agriculteurs. Est-ce qu'il y a une rencontre en particulier qui t'a marqué et qui t'a, comment dirais-je, qui a pu un peu modifier ta manière de percevoir la vie, la société ou l'agriculture, qui a vraiment eu un impact? Et est-ce que tu voudrais bien nous le partager? Ouais, j'aurais pas une réponse à mon avis, très travaillée là. Forcément, j'ai plein d'idées en tête, mais je pense que oui. En fait, il y a déjà la personne chez qui je travaillais quand j'étais en stage de première année qui m'a donné un peu cette vision que l'agriculture que ça pouvait être beau et que ça pouvait être riche de sens. Donc ça c'était une belle rencontre. Et je pense que par la suite ça a aussi été pas mal les profs, quoi, les profs de l'agro, surtout en dernière année, qui ont une capacité justement de transmettre une vision du monde qui a complètement, je crois, qui a complètement changé ma vision aussi du monde. Alors je savais que je voulais faire cette spé et j'avais déjà une appétence pour tout ça, mais je crois que ça a forgé une vision de voir les choses qui est très globale, qui est très systémique et sans laquelle j'aurais jamais pu faire ce film, par exemple. Donc je dirais que ils ont beaucoup participé, à changer du coup ta vision des choses et aussi à quelque part te donner l'impulsion pour mettre en place cette double casquette que tu as aujourd'hui, du coup d'ingénieur et réalisateur. Ouais, après j'avais déjà un goût pour le reportage avant l'aspect, du coup, parce que c'était en césure. Et après, je crois que c'est des relations personnelles aussi. Ma copine de l'époque, des amis, Mais c'est des gens, en fait, finalement, c'est des gens par lesquels tu t'es entouré. Ouais, ça s'est fait petit à petit, voilà. T'en as vécu beaucoup de choses depuis, du coup. En tout cas, je te le souhaite. Est-ce que tu aurais 3 moments forts qui te viendraient en tête
sur ton parcours? Je pense que un des moments le plus forts, c'est le moment où avec Nathan, du coup le co-réalisateur, enfin avec qui j'ai fait le film. Un des moments les plus forts, c'est la première fois où on a vu un peu ce que le film, à quoi le film allait ressembler. Parce qu'on l'avait toujours vu dans notre tête. On l'avait imaginé, écrit, monté une première fois, une deuxième fois, mais il ressemblait toujours à rien, quoi. Ça ressemblait toujours pas à un film. Et puis il y a un moment où ça ressemblait à un film, quoi. Et là, on s'est dit, enfin là, c'était un moment fort, quoi. Je me suis dit, waouh, ok, Ça y est. c'est possible, quoi. On l'a fait, quoi. Et donc ça, c'était un moment très fort. Un autre moment fort, je dirais, c'est les tout débuts du reportage il y a 3 ans avec Eugène et Betty. Donc le reportage photo que tu as fait pendant Reportage ta photo, session. ouais. Ok. Où la première ferme avec Eugène, on était juste tous les deux, et Betty n'était pas encore là. Et on était vraiment à fond, passionnés. Genre, ça fusait, quoi, dans notre esprit. On avait plein d'idées qui venaient. Et du coup, en fait, le fait de vouloir faire un reportage, tout de suite, tu te places dans une situation où tu te dis, il faut que j'ai des choses à dire. Donc je vais réfléchir à ce qui se passe autour de moi, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Et tout de suite, et là, je me suis dit vraiment, c'est incroyable de faire des reportages parce que ça met tes sens en éveil. Est-ce que ça t'ancre plus aussi dans le moment présent, du coup? Ou t'es plus, tu vas dans Ouais, l'analyse on peut et dire t'es ça, plus ouais. là. On peut dire ça, ouais. Et puis tout de suite, tu vas être dans, ok, comment je le raconte maintenant? Donc, comment je l'écris, comment je le vois. Donc il y a une forme, en fait, c'est quelque part mettre un peu de sa personne dans des faits. Enfin, tu mélanges à la fois de l'informatif, parce que tu vas dire des choses pour informer les gens, mais aussi ta petite touche, quoi. Ouais, c'est la forme, quoi. Il y a une forme artistique dans le documentaire, dans le reportage. Et je crois que c'est quelque chose qui est en moi aussi, et dont j'avais besoin d'exprimer quelque part. La créativité, mon côté Donc là, tu t'es senti artistique, à ta quoi. place et aligné, quoi. Je me sens plus artiste qu'ingénieur, tu vois. Genre, c'est pas, je me définis, quand les gens me demandent qui je suis, je dis pas que je suis ingénieur. Ok. Je dis que je travaille dans l'agriculture et que j'ai fait un documentaire et que plus tard j'ai envie d'être paysan et paysan réalisateur. Je dis pas que je suis ingénieur. C'est pas quelque chose qui me définit. Quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui aimerait avoir une polyvalence un peu comme la tienne, tu vois, c'est-à-dire pouvoir, toi, tu vois, t'es un réalisateur, t'es sur quand même 2 axes qui sont très différents et que tu arrives à recouper. Et que cette personne, elle aimerait réussir à faire quelque chose un peu de similaire, mais elle l'appréhende un peu de sortir de ces sentiers battus-là et... Ouais, alors je pense que j'ai eu beaucoup de chance aussi, mais c'est écouter ce qu'on ressent, écouter ce qu'on veut. En fait, nos émotions, nos sentiments, nos envies, elles sont légitimes puisque c'est notre corps qui nous les renvoie, quoi. Et du coup, écouter d'abord ce qu'on ressent avant d'écouter ce que la société veut qu'on soit. Et du coup, laisser plus de place à si on veut aller dans une direction qui est pas logique par rapport à qui on est, où on a grandi, c'est pas grave. Si on a envie d'y aller, c'est qu'il faut y aller. Et après, avoir confiance en soi et en cette voie-là pour la laisser s'exprimer. Et on peut comme ça laisser libre cours à de l'ouverture vers d'autres choses qui n'étaient pas forcément prévues. Et ouais, c'est croire en ce qu'on ressent et avoir confiance dans ses projets. Ouais, c'est une question difficile, je saurais pas. Je trouve que c'est une réponse qui est vachement chouette et qui est hyper intéressante. Et ça m'a même à me demander, t'as toujours cru avec autant de force que tu pouvais aller vers ce chemin-là? Ouais, on a toujours des doutes, mais ouais, j'étais plutôt confiant, ouais.
En fait, je... Ouais, j'ai eu la chance de pas avoir peur de l'échec ou je me suis dit Ouais, t'as pas eu de syndrome de l'imposteur ou des moments où tu t'es dit qu'est-ce non, que je ouais, fais si ça s'écrase, quoi. ouais. Puis je me suis dit bah si ça marche. Enfin, en fait, j'ai pas été, j'ai été ambitieux sans l'être. C'est-à-dire que je me suis pas dit par exemple quand j'ai fait que j'ai créé l'assaut, que j'ai fait le reportage. Je me suis pas dit, ok, ça va marcher, ça va être incroyable, etc. Je me suis dit, je le fais, j'en ai envie, allons-y, on verra bien. Et puis, comme ça prenait bien, bah, je me suis pris au jeu et ainsi de suite. Et pareil pour le documentaire, avec Nathan, on s'était dit, oh, on se prend que 6 mois de nos vies pour faire ça. Au mieux, on fait un truc bien. Au pire, au bout de 6 mois, bah, on arrête. Et si on voit qu'on fait un truc bien, on prolonge et on se donne un an, quoi. Et au bout de 6 mois, enfin, non, c'était au bout de 3 mois, on a fait, ok, peut-être qu'on va prendre plutôt 7 mois. Au bout de 4 mois, on s'est dit, non, non, il faut plus. Enfin, au bout du 5e mois, on s'est dit, ok, il faut un an, quoi. Genre, on s'est rendu compte en le faisant que, ah oui, oui, non, mais là, ça prend une forme. Que c'était beaucoup plus énorme que ce que vous Que, pensiez. ouais, enfin, on va vraiment réussir à faire un truc bien, quoi. Et du coup, allons-y. Mais c'est pas. C'est venu Au fur et à mesure. petit à petit, quoi. On a un concept, je pense, je crois que je t'en ai parlé un petit peu avant qu'on lance l'enregistrement, du et pourquoi pas. Mhm. Est-ce que t'en as d'autres à venir dans ta tête? Ouais. Genre des projets pour là, tu te dis bah vas-y, je me lance là-dedans maintenant. Ouais. Là, je vais demain, après-demain, j'intègre une communauté qui vit, une communauté autonome qui produit la plupart de son alimentation, pas mal d'objets d'artisanat, qui existe depuis, enfin c'est depuis post-68, c'est des gens qui ont monté une communauté là-bas. Et c'est un peu, ça suit un petit peu les courants anarchistes dans l'idée, c'est-à-dire, enfin, être autonome sur la plupart des choses, sans se couper pour autant du reste de la société, mais vraiment en se disant, on va essayer de construire un monde loin du patriarcat, loin du capitalisme, loin des choses qu'on refuse en fait. Et on va voir ce que ça donne. Et peut-être que si nous ça marche, ça va se propager. Il y aura, et c'est le cas d'ailleurs, il y a d'autres exemples. Donc je vais voir comment faire pour habiter là-bas. Donc pourquoi pas vivre là-bas un petit moment. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre comme pourquoi pas. Après, dans ma vie privée et ma vie personnelle, dans mes relations, j'ai fait beaucoup des pourquoi pas aussi. Dans la manière dont je concevais les relations, surtout les relations amoureuses. Issu d'une famille où le schéma c'était le couple romantique qui prime sur tout le reste et pour toujours et avec une famille, des enfants. Et moi je me suis dit pourquoi pas essayer de voir autre chose, donc faire un énorme travail sur moi pour essayer de comprendre qu'est-ce qui régit ces envies-là et sans forcément. Le but c'est pas de changer complètement, c'est de déconstruire et essayer de découvrir d'autres formes de relations qui soient peut-être plus libres ou voilà, d'essayer quoi. Mais pourquoi pas, en fait on peut en faire sur tout et ça dépend C'est ça qui est trop fort, je trouve, en fait, avec ce concept. Qu'est-ce qui est un saut dans le vide pour nous? Oui. Il y a des choses qui peuvent paraître très simples pour certains et certaines, d'autres c'est vraiment compliqué mais c'est la curiosité quoi qui nous amène à faire tout ça. En parlant de curiosité, je me demandais qu'est-ce qui serait un peu, enfin, c'est une question peut-être que j'aurais dû te poser un peu plus tôt, mais qu'est-ce qui te motive et est-ce que tu as eu un déclic à un moment? La question du moteur, elle est vraiment centrale dans ma vie parce que je me la pose tout le temps. Savoir qu'est-ce qui fait que je me motive à faire ça. Je pense que c'est la quête de sens qui
qui prime sur beaucoup de choses. Je suis toujours à chercher vraiment, est-ce que ça a du sens ce que je fais, est-ce que et ouais, je dirais que c'était quoi ta deuxième question? Est-ce que tu as eu un déclic Un déclic à un moment? Ou est-ce qu'en fait ça a été progressif, tu vois? Est-ce que c'est, tu vois, un peu, pour prendre un peu, je pense, une analogie qui peut te parler à toi, je pense que ça parlera peut-être pas à beaucoup d'autres gens. C'est comme quand tu fais de la pédologie. Est-ce que tu as ton horizon OH qui est diffus avec l'horizon A, ou est-ce que tu as une rupture nette, tu vois? C'est marrant. C'était une rencontre aussi qui m'a ouvert l'envie d'être militant. Donc ça a été un peu un déclic sur cette rencontre-là. En fait, il y a eu une première rencontre quand j'avais 15 ans. J'ai rencontré un ornithologue qui m'a donné le goût de l'ornithologie. Et du coup, ça a été un déclic en mode, ok, ça a été un moteur, déjà, cette passion. Et puis après, en fait, plus tard, c'est une autre rencontre qui m'a fait un déclic plutôt sur ce que je disais sur le sens de ce que je faisais. Et puis après, ça n'a été que amplifié. Ouais. Les rouages, après, ils se sont mis en route et en avant Guingamp, quoi. Donc là, on va toucher à la fin. Est-ce que tu aurais des références que tu aimerais partager, que ce soit des films, des documentaires, des livres, vraiment tout ce que tu veux? Alors, je vais commencer par un bouquin qui s'appelle Reprendre la terre aux machines, de l'Atelier Paysan, qui a une approche très intéressante de l'agriculture, en partant du principe qu'on a saigné le monde paysan pendant 70 ans pour le remplacer par une société industrielle et qui a été très bien orchestrée par l'État. Et disons qu'en fait, il y a beaucoup de similarités avec notre film. Mais ils vont beaucoup plus loin parce que du coup ils peuvent aller loin dans les détails, tout est sourcé, enfin c'est vraiment très très riche comme bouquin, et ils apportent aussi des solutions concrètes sur comment changer les choses. L'Atelier Paysan, c'est en fait une association de agriculteurs et non agriculteurs qui a pour but de s'autonomiser sur la fabrication d'outils agricoles. Donc ils font de la low-tech et ils mettent tout en libre accès. Donc c'est eux qui ont écrit le bouquin. Ouais, après il y a... Ton documentaire déjà, j'imagine. Oui, alors... entre autres. Je pense que ce documentaire, il pose plein de questions et il ouvre à plein de débats. Donc il peut intéresser des gens initiés comme des gens pas initiés du tout. Après, je sais pas pourquoi je pense à ça, mais c'est un bouquin que j'ai beaucoup aimé, que j'ai lu quand j'étais au Costa Rica, qui s'appelle La condition tropicale, et qui explique... Alors, c'est critiqué parce que c'est beaucoup de déterminisme, mais ça fait vachement réfléchir et ça ouvre des idées, mais qui explique comment ça se fait qu'on en soit... que en fait, on dit souvent les pays du Sud face aux pays du Nord, et en fait, ce qui serait beaucoup plus juste, c'est de dire des pays tropicaux face aux pays tempérés, parce que l'Australie, les pays du Sud aussi, souvent, c'est plus une condition liée à la tropique qui fait que ces pays-là sont plus pauvres, et il avance tout plein d'arguments comme le fait que nous, il fallait qu'on passe l'hiver, donc les saisons difficiles, donc on a dû apprendre à se chauffer, à faire des conserves, à faire de la fermentation pour pouvoir conserver notre alimentation durant les périodes difficiles, alors que eux là-bas ils en ont jamais eu besoin, et il suffit d'aller dans la nature, de prendre un fruit, de faire de l'agriculture toute l'année. Donc ils ont jamais dû se développer comme nous on a dû le faire, ce qui fait que en fait c'est nous qui sommes allés coloniser ces pays-là et pas l'inverse, quoi, parce que du coup on avait plus tôt dans l'histoire développé des bateaux, développer une industrie et une économie puissante entre guillemets. Et
Enfin, c'est un bouquin qui est passionnant. La condition tropicale de Francis Hallé, qui est un botaniste spécialisé dans l'architecture des arbres tropicaux. Voilà. Du coup, il est passionnant. Et Ok. il en a écrit d'autres. Il fait des conférences aussi. Donc s'intéresser à Francis Hallé en fait. Voilà. Après, il y a un super. Là, j'ai des idées qui me viennent. Hein. C'est Jean Covici qui explique à quel point notre société est intégralement sous perfusion pétrole et énergie fossile. Et à quel point, en fait, on va dans le mur et on se pose jamais la question de savoir comment on fait cette transition. Enfin, on se la pose, mais clairement pas assez vite. Il y a une BD qui est sortie, ça s'appelle Un monde sans fin. Et c'est assez facile facile à lire. Donc ouais, ça c'est une belle lecture aussi. Voilà. Donc globalement, ouais, ces 3 lectures-là. Ouais, j'en dirais pas plus, mais ça fait déjà une belle bibliothèque. ouais. Est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu aimerais ajouter, un sujet qu'on n'a pas abordé ou c'est ton moment, tu es libre. Un sujet qu'on n'aurait pas abordé. Je pense que il y a une question derrière tout ça, c'est comment on sort de la société capitaliste. Et du coup, il existe des choses intéressantes. Je sais pas si c'est une solution, mais du moins, moi, ça m'a interpellé. Et on a souvent tendance à dire, par exemple, que il y a le communisme ou le capitalisme. Mais il en existe d'autres courants. Il y a le communalisme, il y a l'anarchisme. Voilà. Et c'est des courants qui sont intéressants, qui sont complètement tus par la société. Enfin, on les a mis sous silence pour justement éviter toute forme de renversement de pouvoir. Mais c'est des systèmes qui sont intéressants. Il y a des documentaires. Du coup, je conseille encore un autre qui s'appelle Ni Dieu ni Maître, un documentaire sur l'histoire de l'anarchisme qui est très intéressant et qui montre à quel point en fait c'est une lutte qui est mondiale et qui s'est fait à chaque fois écraser par le système en place et aussi la montée du fascisme. Et voilà, je pense que j'irai là-dessus en invitant à questionner, à être curieux sur ces questions-là et à voir qu'il existe d'autres formes. Par exemple, ce qu'il disait je crois dans le documentaire, c'est que le communisme, le capitalisme, c'est la liberté absolue sans l'égalité. Le communisme, c'est l'égalité absolue sans la liberté. Et l'anarchisme, ça pourrait être la liberté et l'égalité absolue. Mais c'est très 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 complexe à mettre en place et c'est un peu utopique parce que ça sous-entend que chaque personne serait bon en soi et inviterait seulement à pouvoir partager, communiquer, enfin être dans l'égalité, alors que aujourd'hui, en fait, ça part du postulat que si les individus sont égocentriques aujourd'hui et cherchent leur intérêt privé, c'est parce que ce sont des homo capitalicus, quoi. En gros, ce sont des gens qui sont comme ça de par le système tel qu'il est. Mais c'est une vision très, très optimiste. De croire que, du coup, si on est dans un autre système, les gens pourraient être... différents. Voilà. Ces mouvements politiques, je trouve que c'est très passionnant. Donc ça, c'est un autre sujet qui serait... Et qui pourrait être, pourquoi pas, le sujet d'un de mes prochains films. un nouveau pourquoi pas. Chouette. Est-ce que tu te considères comme quelqu'un d'enthousiaste ? Ouais. Et qu'est-ce que ça veut dire pour toi être quelqu'un d'enthousiaste ? C'est quelqu'un qui... Enfin, l'enthousiasme, c'est pour moi une histoire de confiance dans les choses qui se passent et allons-y. L'enthousiasme est bloqué par la peur et plus on a de peur, moins c'est facile d'être enthousiaste. Quand on a confiance dans les êtres humains, en soi-même, je pense que c'est aussi lié à est-ce qu'on s'accepte soi-même, est-ce qu'on s'apprécie, est-ce qu'on s'aime. Tout ça, ça joue sur l'enthousiasme. Puis ouais, il y a croire en la beauté des choses. Après, je suis à la fois enthousiaste, mais aussi très apeuré quand même. Enfin, je suis très inquiet, on va dire. Je suis
très éco-anxieux, c'est un mot un peu à la mode. Ouais, l'avenir de la planète et de nous, comment on pourrait s'inscrire dans cet avenir-là. Et du coup, je me réfugie un peu dans genre du militantisme. Mais c'est vrai qu'il y a ça qui me guette quand même et qui parfois peut me faire pencher vers du pessimisme. Mais un bilan plutôt enthousiaste. Plutôt, ouais. Non, mais autour de moi, les gens, ils me disent que je suis plutôt optimiste. Hein. Bon. Donc, tu es plutôt enthousiaste. Est-ce que tu aurais des liens ou vers lesquels, en fait, les gens qui aimeraient se renseigner sur ton documentaire, toi, l'association, vers lesquels tu pourrais les rediriger? Je pense que tout est sur le site de Parole de Paysans. C'est assez intuitif après pour voir. Parole de Paysans au pluriel. Au pluriel, parole et paysans. Du coup. Ouais, tout au pluriel. Et dessus, donc il y a une page documentaire où on peut voir le documentaire en cours et celui qui va venir. Il y a les expos, les différents projets, voilà. Il y a le film avec le lien de la bande-annonce, le lien Et là, on peut le trouver sur Internet pour le regarder, le film, ou pas? Non. Le film, il est toujours privé, puisque c'est des histoires de stratégie de diffusion, dans le sens où une chaîne de télévision, elle va espérer qu'il soit pas sur Internet si elle veut le diffuser. D'accord. Comme nous, on espère avoir une chaîne de télévision. Mais c'est aussi pour des histoires de droits, parce qu'on n'a pas encore tous les droits pour Internet, parce qu'il y a beaucoup d'archives dans le film et il y a beaucoup de droits derrière et on n'a pas encore ces droits-là. Il faudrait qu'on paye des extensions de droits. Donc, il n'est pas disponible. Par contre, le 27 octobre, j'imagine que le podcast sera peut-être publié après. Mais enfin, voilà. Du coup, ça arrive par moment, le 27 octobre, mais il y aura peut-être d'autres dates, où on fait un ciné-débat et toute la séance est retransmise en direct. Donc, le lien sur un Facebook Live ou un YouTube Live, le film et le débat qui suit, et on peut le suivre en direct. D'accord. Et pour ça, il faut aller sur notre page Facebook de Parole de Paysans, sur quelles sont les prochaines dates. Et sur le site, il y a aussi les dates de projection. Donc, à guetter, pour pouvoir ne pas les rater. Ouais. Je vais maintenant t'offrir le mot de la fin. L'idée de ce mot de la fin, c'est qu'est-ce que tu pourrais dire, du coup en un mot, à quelqu'un qui aimerait se lancer mais qui a peur, pour l'aider justement à avoir ce petit déclic, à mettre le pas en avant vers son et pourquoi pas? Je pense qu'un des trucs qui m'a aidé aussi, c'est de m'entourer et d'oser le faire à plusieurs, ou oser proposer, parce qu'il y a en fait des gens qui sont chauds pour aider, parce qu'ils sont tout seuls aussi dans leur coin et ils ont pourquoi pas envie de créer quelque chose ensemble. Donc ça, c'était très chouette. Et puis comme je disais tout à l'heure, avoir confiance en ce qu'on ressent et ses envies, et écouter, ne pas écouter ce que la société ou les autres et je crois que l'approche très matérialiste que m'a aussi donné l'aspect d'Ève, je l'applique dans plein de choses. Bon, je dis pas qu'il y a que eux qui m'ont apporté ça, mais je pense aussi que souvent, en fait, il faut qu'on trouve d'où on vient. C'est un peu ce qu'on fait quand on fait des analyses chez un psy, quoi. Mais d'où on vient, dans quel schéma on a grandi. Ok, nos parents, ils nous mettent telle pression sur nous parce que eux, ils ont grandi dans tel schéma aussi. Et du coup, arriver à se dire, ok, que ce soit cette pression des parents, ou que ce soit la pression de la société, ou que ce soit la pression de ses amis ou autre, si moi je ressens quelque chose, c'est légitime. Donc c'est mon corps qui me l'exprime. Donc allons-y, quoi. Et puis j'expliquerai aux autres que je suis ce que je suis et que peu importe ce qu'ils pensent, moi je le ferai, quoi. C'est de très beaux mots de la fin. Écoute, merci beaucoup d'avoir accepté d'intervenir ici, de partager un petit bout de vie et d'histoire avec nous. Et de rien, merci à vous. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Épisode qui, je l'espère, vous a permis de découvrir de nouvelles possibilités et pistes de réflexion.
Je m'appelle Louane et aujourd'hui je me suis dit et pourquoi pas. Et vous ?